Bonjour et bienvenue dans ce nouveau numéro de l'Essonne en hauteur. Qui pourrait penser, en regardant ce tranquille plan d'eau propice à l'aviron et cette verdoyante et paisible forêt, qu'il serait le cadre d'une des plus atroces mises en scène criminelles du XXIe siècle. S'il n'y a rien à redouter de ce cadre appartenant à la prestigieuse école polytechnique, fondée en 1794 par la Convention nationale sous le nom d'École centrale des travaux publics et militarisée en 1804 par Napoléon Ier, installée aujourd'hui à Palaiseau, il n'en va pas de même dans le dernier thriller de Bernard Minier intitulé Sœurs et publié aux éditions IXO. Que se passe-t-il sur le campus de l'Université de médecine de Toulouse? Pourquoi les sœurs Ambre et Alice Ostermann ont-elles été assassinées? Pourquoi cette mise en scène macabre? Et surtout par qui? C'est l'X de l'équation policière à long terme que devra résoudre le désormais célèbre enquêteur Martin Servaz. Il est maintenant temps pour nous d'aller rejoindre Bernard Minier dans la bibliothèque des langues étrangères de l'école polytechnique. Il a sûrement des choses à nous dire sur ces meurtres effroyables. Bernard Minier, bonjour. Et bienvenue sur le plateau de l'Essonne en hauteur, qui a la chance d'être installé cette fois-ci dans la bibliothèque des langues étrangères exactement de la prestigieuse école polytechnique en Essonne. Et comme vous le savez, le principe de notre émission en son début, c'est de faire réagir notre invité au lieu accueillant le tournage en rapport thématique avec son livre. Que vous inspire de tourner une émission sur votre dernier roman Sœurs aux éditions IXO, et bien dans ce lieu qui est une bibliothèque? Alors une bibliothèque, déjà rien que le lieu en soi, c'est quand on est auteur, on sait que le métier d'auteur, ça consiste non seulement à écrire, mais à lire et beaucoup écrire. Ce sont les fondements du métier, donc c'est un univers assez familier, l'univers des livres. Hein. Évidemment, j'en ai beaucoup dans ma propre maison. Et puis on est aussi sur un campus, donc j'imagine que ça fait référence un petit peu à un certain roman qui est paru il n'y a pas longtemps, Sœurs, puisqu'il est question non seulement de deux sœurs, mais de deux étudiantes, l'une en médecine, l'autre en lettres, il y a cette référence-là. Et puis, alors on n'est pas sur le campus de l'Université de Toulouse, on est à l'école polytechnique. Et moi, l'école polytechnique, ça me fait aussi penser à quelque chose, c'est au fait qu'on est aujourd'hui dans l'ère de la spécialisation des connaissances. Et on assiste à une prodigieuse accélération des sciences et des techniques. Il y a aussi une fragmentation dans des secteurs de plus en plus spécialisés. Évidemment, cette spécialisation, elle a de bons côtés, elle a des avantages, elle permet d'approfondir les connaissances et au fond, elle est à l'origine du progrès actuel. Mais en même temps, elle a un inconvénient majeur, c'est qu'elle sépare la spécialisation, elle nous conduit à une sorte d'incommunicabilité sociale, elle crée des groupes, des chapelles, des ghettos culturels et finalement la littérature c'est un peu l'inverse puisqu'on va parler de ça. La littérature en revanche, à la différence de la science et de la technique, elle lie, elle relie, elle rapproche et elle fait comprendre aux hommes ce qu'ils ont en commun. Et je pense que c'est pour ça que la littérature n'est pas du tout superflue mais qu'au contraire elle est aussi indispensable que la science et la technique. Écoutez, c'est la première fois que quand je pose une question sur le lieu à un invité, il arrive à me dégager une telle réponse philosophique quasiment. Ça doit être l'école polytechnique qui m'inspire. Qui vous inspire? Oui, sans doute. Pour quelqu'un qui n'a que le baccalauréat, c'est quand même un lieu extraordinaire. Alors moi, je pensais que vous alliez me dire autre chose encore, parce que cette école polytechnique, elle est à Palaiseau, en Essonne, et je crois que ce département ne vous est pas du tout étranger, parce que vous avez été très longtemps vous-même essonnien. Oui. C'est pareil, quel rapport vous avez avec l'Essonne? Alors c'est vrai que j'y ai résidé jusqu'à une date très récente, puisque ça fait moins d'1 an que j'en suis parti. C'est un département très vaste, très divers, l'Essonne. Tout à fait. Entre l'école polytechnique, Orsay d'un côté, et puis on arrive jusqu'à forêt de Fontainebleau et Étampes, Dourdan, voilà, c'est très vaste. Moi, l'Essonne, ça a toujours incarné une chose très simple. J'ai travaillé pendant très longtemps. J'ai exercé un autre métier que celui d'écrivain, et j'allais tous les jours prendre mon RER C pour aller travailler à Paris.
Et donc, quand je revenais le soir, je retournais à la campagne, je quittais la métropole. Je suis quelqu'un qui a grandi à la Passiez le périphérique. Voilà, déjà. Oui, ce qui est pour un Parisien est déjà pas anodin, hein. Mais moi, je me suis jamais considéré comme Parisien. J'ai grandi à la campagne, j'ai vécu pendant très longtemps à la campagne. Je suis quelqu'un de la terre, et la civilisation urbaine est quelque chose qui m'a toujours posé des problèmes. Du coup, l'Essonne vous permettait d'avoir un peu la campagne à la ville. Voilà, l'Essonne, c'était mon refuge. Alors, justement, à l'instant, vous disiez que vous n'aviez pas toujours été écrivain. Et quand j'ai songé à vous recevoir et que j'ai pris des renseignements sur vous et auprès de lecteurs, vous êtes quand même très connu, il faut le dire, immédiatement à chaque fois, 2, 3 lecteurs me disaient « Ah mais c'est un monsieur qui a travaillé pour les douanes, c'est un inspecteur de douane ». J'ai entendu beaucoup de versions. Est-ce que vous voulez me dire exactement quel était votre ancien métier ? Alors effectivement, j'ai travaillé pendant 25 ans dans les douanes, à la direction générale ou pas loin, donc en région parisienne. Je n'ai jamais été en uniforme à la frontière, en train de soulever la barrière et de dire est-ce que vous avez quelque chose déclaré. D'accord. Non, jamais. J'ai toujours été en col blanc. Alors j'ai jamais été inspecteur des douanes non plus, autant puisqu'on en est à dévoiler la vérité. Ça c'est une invention journalistique. D'accord. On m'a monté en grade sans doute depuis mon statut d'auteur. J'ai été contrôleur principal des douanes pour être très précis. Voilà. Et dans les douanes, il y a 1000 métiers. Il faut savoir, il y a 1000 métiers dans les douanes. Il y a des gens qui sont spécialisés dans plein de choses. Ça peut être les contrefaçons, ça peut être le trafic d'armes, ça peut être... enfin voilà, donc il n'y a pas uniquement ce cliché des assis, comme les appelait Rimbaud. D'accord. Alors évidemment, bon, même si vous avez précisé ce que vous faisiez dans les douanes, c'est quand même assez éloigné de la littérature. Et est-ce que vous pouvez nous dire maintenant comment vous avez dérivé, évolué jusqu'à la vocation d'auteur ? En fait, j'ai toujours écrit. D'accord. Ça n'a rien de nouveau. Cette vocation-là, elle est en moi, elle est quasiment consubstantielle. À partir du moment où j'ai commencé à écrire, à lire, je veux dire, j'ai commencé à écrire. Dès mes premières lectures, j'ai eu envie de prendre le stylo, puisque au départ, et d'écrire mes petites histoires. Donc, au fond, ce métier de douanier est arrivé après ma vocation d'auteur. J'ai écrit toutes sortes de choses pendant ma vie. J'ai écrit des poèmes, j'ai tenu un journal. Je m'amusais à écrire des essais quand j'avais 20 ans. Ça va vous surprendre, mais quand j'avais 20 ans, je me rêvais Thomas Bernard ou Gombrowicz ou Pasolini ou des gens comme ça. Ce n'est pas les modèles les plus médiocres, ça va. Voilà, autant vous dire que je me suis rendu assez rapidement compte que je ne serais jamais l'un d'entre eux. Donc voilà, pourquoi tout d'un coup j'ai publié un roman policier? C'est plutôt ça la question au fond. À l'âge de 50 ans, c'était un exercice de style au départ, glacé. C'était vraiment, je voulais savoir si j'étais capable d'écrire un roman policier. Je n'étais pas du tout un spécialiste du genre, j'en avais lu quelques-uns, j'avais lu Edgar Poe, j'avais lu Conan Doyle, j'avais lu Simon Chandler. Les grands classiques, disons. Voilà, mais ça s'arrêtait là, j'étais vraiment pas un professionnel de la profession, comme a dit quelqu'un, et j'ai voulu savoir si j'étais capable de le faire. Donc j'ai écrit ce texte glacé, et finalement, avec le succès, les lecteurs, et puis surtout ce personnage dont on va parler, qui est au cœur du livre, cet enquêteur, je me suis rendu compte que j'avais encore beaucoup de choses à dire sur lui, sur Martin Servaz. C'est plutôt le personnage en soi, en lui-même, qui m'a convaincu d'écrire d'autres polars ensuite. Mais j'aurais pu aussi bien commencer avec de la littérature fantastique ou de la science-fiction ou plein d'autres choses. Alors vous faisiez allusion à Glacé, bon c'est pas ce dont on va parler aujourd'hui, mais juste comme ça, c'est quand même aussi quelque chose qui est comme presque... votre signe distinctif, parce que ça a fait l'objet d'une adaptation en série télévisée, passée sur Netflix, etc. Et du coup, ça vous a valu une espèce de redoublement de notoriété après le roman. Dès qu'on dit Bernard Minet, on pense à Glacé. Alors là, on ne va pas penser à Glacé, on va penser à Sœur. Donc on retrouve quand même l'enquêteur Servaz. Et si vous voulez, une question que je n'aime jamais poser à un invité, c'est de lui dire de quoi parle votre livre, parce que ça rendrait suspect mon propre travail, je l'ai lu. Eh bien, on va faire parler votre livre. Et en fait, à un moment donné, les enquêteurs résument là où ils en sont de l'enquête, et je trouve que ça résume très bien la chose. 2 jeunes filles, dans les 20 ans, probablement étudiantes, frappées à mort, portant des robes blanches, violées, pas de traces apparentes, l'autopsie en dira plus. Quoi d'autre? Attachées à 2 arbres. Elles sont là depuis longtemps? Non, cette nuit. Est-ce que finalement, cet échange comme ça d'informations au tout début de l'enquête, ça résume bien ce qu'est Sœur dans son premier volet? Oui, en effet, ces 2 sœurs Ambré et Alice, comme on l'a dit, qui étaient étudiantes donc sur un campus, sont retrouvées à proximité de la cité universitaire où elles résidaient.
vêtues de robes de communiante et attachées à 2 arbres. Et on peut même aller un petit peu plus loin sans en dire trop. On va s'apercevoir assez rapidement qu'elles étaient fans d'un certain auteur de romans policiers dont le titre le plus célèbre s'appelle La Communiante. Voilà, ceci explique cela. Et donc ça démarre comme ça, oui. On a tout de suite l'impression que la scène de crime, c'est la reproduction de ce qui était dans le roman. Comment une idée pareille vous est venue? Là, pour le coup, je n'en sais rien. C'est le mystère absolu. Je commence toujours par une image. Dans Glacé, c'était un cheval décapité suspendu à des câbles en haut d'un téléphérique, qui n'était pas l'image la plus évidente non plus. Là, ce sont ces 2 sœurs vêtues en robe de communion dans la forêt, attachées à 2 arbres. Cette image, elle naît, je ne m'explique pas comment elle naît. C'est vraiment le premier flash que j'ai. Et c'est à partir de cette image, à chaque fois, que je vais construire mon livre. Ça commence toujours comme ça. Il y a une image au départ. Ça peut être une professeure de civilisation antique au fond d'une baignoire avec une lampe dans la bouche. C'est quand même assez étrange aussi. Tout à fait. Comme vision. Ça, c'était le cercle. Ça, voilà. Chaque fois, il y a une image qui est le point de départ de tout le reste. Et ensuite, je tire la pelote. Alors, quand moi j'ai commencé à lire votre roman, c'est drôle, en tant que lecteur, une image aussi m'est apparue, parce que comme la scène est quand même peu banale, je n'ai rien voulu faire, mais immédiatement, une scène d'une série à moi m'est apparue. Une série qui avait beaucoup marqué les gens dans les années 70 et qui est tirée d'une sorte de roman policier, puisque c'est tiré d'un épisode de Maurice Leblanc, Arsène Lupin, s'appelle L'île aux 30 cercueils. La série elle-même fait complètement l'ellipse de Arsène Lupin. Et à un moment donné, je n'ai pas le temps de raconter tout ce qui s'y passe, mais le personnage principal traverse une lande bretonne, ce n'est pas tout à fait l'ancrage géographique de votre livre, et elle voit dans les arbres 2 sœurs accrochées aux arbres en croix, habillées en habits de procession religieuse puisqu'elles viennent de suivre un enterrement, les sœurs Archinia. Et je me suis dit, mais est-ce que c'est ça qui l'a inspiré? Avez-vous vu cette série? Je l'ai vu, mais alors je ne m'en souvenais plus du tout. Donc ça a dû être un processus totalement inconscient. Alors je me rappelle qu'elle m'avait énormément marqué. La série étant très différente du roman, parce que moi, je me souviens de cette série, je l'avais trouvée très sinistre à l'époque. Mais c'est le cas, j'avais trouvé que pour la télévision française, c'était quand même extrêmement flippant et noir. Surtout pour l'époque aussi. Et alors, je ne crois pas que dans le livre, elle soit attachée en croix, en revanche. Ça, c'est une reconstruction que vous avez dû faire en mélangeant à la fois la série. Non, dans votre livre, elles sont simplement attachées. Voilà, c'est ça, elles sont attachées. Et elles sont en robe de communiante. Il y a une croix, une seule croix d'ailleurs. Il y a une croix, oui, qui est attachée autour d'un cou. C'est très curieux parce qu'en fait, je ne me souvenais plus du tout de ça. Donc ça doit être. Mais c'est vrai que le cerveau, c'est une boîte noire dans laquelle il se passe plein de choses. Et on découvre tout le temps des coïncidences ou des connexions qu'on n'explique pas forcément. Ouais. Bon, vous ne rejetez pas complètement cette inspiration. Laissons tomber les sœurs Archinia et revenons-en à Alice et Ambre. Qu'ont-elles fait, sans mauvais jeu de mots, au bon Dieu pour qu'on puisse leur faire subir un tel supplice? Qui sont Ambre et Alice? Alors Ambre et Alice, ce sont deux jeunes filles dont l'une étudie la médecine et l'autre est en lettres. Alors il y a un prologue où elles ont 15 et 16 ans, où on les voit dans ce prologue déjà s'avancer dans une forêt qui n'est pas la même, dans une forêt la nuit, à la nuit tombée, et on se demande ce qu'elles vont faire dans cette forêt, parce qu'on sent qu'elles ont peur aussi d'y aller, évidemment, dans cette forêt obscure, et en même temps, elles ont un besoin irrépressible d'aller au bout de cette excursion, et elles vont à la rencontre de quelqu'un, dont on va découvrir très vite que c'est cet auteur de romans policiers, Eric Lang, qui écrit des choses absolument horribles, très cruelles, et souvent d'ailleurs amorales, puisque ces romans, souvent le mal l'emporte sur le bien à la fin. Et elles sont fascinées par cet auteur, sans doute aussi parce qu'elles sont à l'âge où la transgression des valeurs parentales, la transgression de tout un tas de choses, le besoin de transgression est très fort, le besoin de se mettre en danger aussi, d'être reconnu, d'être aimé, et à travers la lecture de cet auteur et le fait que cet auteur leur réponde. Alors à l'époque, on était en 93, il n'y a pas d'internet, il n'y a pas de réseaux sociaux. Tout ça se fait par lettres. Ça se fait par lettres, voilà, ça via souvent la maison d'édition, ou pas. Et le fait que cet auteur leur réponde, et cet auteur si noir, finalement, quelque chose les attire en lui, un peu comme la lumière attire le papillon. Donc on a ces deux sœurs, effectivement, qui sont fans absolus de cet Eric Lang. Alors, on va venir à l'auteur parce que c'est aussi un personnage extrêmement important et par sa personnalité et par son statut d'auteur. Mais on va dire que pour continuer l'intrigue sans la déflorer, la première partie de votre roman, parce que c'est un roman un peu en diptyque, on peut dire quand même ça, la première partie de votre roman, c'est vraiment, c'est très logique, l'enquête qui découle de ce meurtre étrange, qui trouve une solution à la fin de la première partie, mais
ni le lecteur, ni réellement les enquêteurs ne se satisfont de la conclusion à laquelle ils sont parvenus. C'est d'ailleurs une conclusion qui s'impose un peu trop à eux. Et puis finalement, ça on peut quand même le dire, le deuxième volet de votre ouvrage nous fait faire une ellipse, comme on dit en littérature, un énorme bond dans le temps, puisqu'on se trouve en gros 30 ans plus tard, à peu près. Et donc on ne voit pas au début quel va être le lien avec ce qui vient de se passer. C'est quand même de nouveau un meurtre, on peut dire que c'est un meurtre assez horrible, c'est une femme. Alors vraiment, il faut lire le passage où on la voit assassiner en direct, mais on ne voit pas qui l'assassine bien sûr, et c'est extrêmement bien fait, puisque le lecteur lui-même est un peu comme en train de prendre ce coup sur la tête, et alors elle va être achevée une deuxième fois, parce qu'elle est mordue par tout un tas de serpents extrêmement venimeux, et donc elle meurt presque de plusieurs causes. Quel est le lien entre les deux ? Le lien entre les deux, c'est que finalement, on retrouve encore un personnage qui est celui dont vous parliez. Pourquoi, sans parler pour l'instant plus de l'auteur, mais pourquoi cette structure en diptyque ? C'est même presque un triptyque, parce qu'en fait, il y a la première partie en 93, il y a la deuxième partie 25 ans plus tard, en 2018, donc aujourd'hui, et il y a une troisième partie qui est une garde à vue, on peut le dire sans dévoiler quoi que ce soit. Et au fond, la première idée, je voulais aussi parler de Servaz jeune, parce qu'il y a très longtemps que mes lecteurs, qui sont très attachés à ce personnage, je le vois à chaque fois que je les rencontre, c'est vraiment quelque chose qui est central dans ce que je fais et dans les raisons pour lesquelles ils me lisent. Les lecteurs me disent toujours, mais Servaz, on a l'impression qu'il n'a jamais été jeune. Et je voulais leur prouver que Servaz avait été jeune, donc on a en 93 un Servaz qui a 24 ans, qui a les cheveux longs, qui vient de la fac, il est quasiment confronté à sa première affaire, et en écrivant cette première partie, tout en sachant qu'ensuite ça allait être une sorte de cold case et donc on allait le retrouver, je me suis aperçu au fond de tout ce qui a changé en 25 ans. Alors, si vous voulez ça, on va en parler, mais oui. Parce que ce sont des thèmes qui vont venir. Juste la question que je vais vous poser, est-ce que c'est vraiment, est-ce qu'il n'y a pas une motivation interne quand même à cette première ? C'est vraiment juste une espèce de prétexte pour parler de Servaz jeune et d'évoquer la société de sa jeunesse, ou est-ce qu'il y a quand même une raison interne simplement qui tient aux faits divers ? Non, il y avait les deux raisons, c'est celle que je viens d'évoquer. Je voulais parler de la jeunesse de Servaz et très vite, je me suis aperçu que je voulais parler aussi du monde d'aujourd'hui. Alors, si vous voulez, d'accord, j'ai et de la façon dont il a changé. Et c'est au fond, tout est là et des rapports entre la jeunesse et l'âge adulte aussi. La jeunesse est présente dans presque tous mes livres. Dans Glacé, il y avait une colonie de vacances. Dans Le Cercle, on a une classe préparatoire littéraire. On en revient encore au milieu universitaire. Et dans Une putain d'histoire, ce sont des adolescents sur une île. Donc la jeunesse a toujours été présente dans le livre. Et là, il y a un rapport entre la jeunesse du protagoniste, de Servaz lui-même, et ce qu'il est aujourd'hui. On va y revenir. Et pourquoi il s'est construit de cette façon. D'accord. Alors, disons que l'autre chose sur laquelle on va rebondir cette fois-ci, c'est quand même la personnalité de l'auteur. À savoir Eric Lang, qui d'ailleurs ne s'appelle pas exactement Eric Lang, puisque je crois qu'il est... il est d'origine hongroise, voilà, donc hongroise, il s'appelle Sándor. Voilà, Sándor. Enfin, bon, il est connu sous le nom de Eric Lang. Alors, la première chose, c'est comme il s'agit d'un auteur, en plus, vous réalisez toujours quelque chose qui est très difficile quand on évoque un artiste à l'intérieur d'une œuvre, c'est qu'il va falloir faire preuve d'un peu de création. Donc on le voit un petit peu créer, on le voit en tant que aussi auteur pour ces jeunes filles, puisqu'elles disent ce qu'elles apprécient chez lui, évoquer son univers. Est-ce qu'il n'y a pas ici une mise en abîme de votre propre situation ? Et qu'est-ce que là vous avez voulu démontrer en représentant finalement ce que vous êtes aussi, un auteur ? Bien sûr qu'il y a une mise en abîme, évidemment. Et bien sûr que j'ai aussi voulu parler de mon métier. Et vous avez raison de souligner qu'il y a une difficulté, non seulement à parler de son métier, mais à montrer l'auteur en acte, en action, et l'auteur en train de créer. Et je voulais surtout pas tomber dans cette erreur qui, de mon point de vue, a été commise dans un livre qui a eu énormément de succès, qui parlait aussi d'un auteur, c'est de mettre du texte dans le texte. Parce que là, ça devient quand même très compliqué. Si on commence à dévoiler le texte à l'intérieur du texte, c'est-à-dire les propres écrits d'Eric Lang, là je pense que c'est quand même quelque chose parce qu'il faudrait que ça se démarque de votre style. Qui relève de l'acrobatie et qui me semble très difficile à faire. Mais vous évoquez quand même son univers. Mais alors à travers le regard de Servaz qui le lit, qui est en train de le lire et qui donc analyse, mais sans que jamais on plonge dans le texte lui-même. Non. Est-ce que vous me permettez de dire justement comment Servaz le voit ? Il dit la chose suivante. Il régnait dans ses romans une atmosphère décadente. Tous ses personnages étaient mus par des pulsions morbides, des mobiles sordides et des perversions très créatives. Et bien entendu, il y avait le sexe. Mais du coup, je me suis aussi demandé, bon alors,
évidemment, vous n'êtes pas Eric Lang, c'est autre chose. Mais le fait que vous en parliez, vous mettez quand même bien à votre compte finalement son univers. Donc là aussi, comment s'analyse tout ce jeu de mise en abîme? Oui, il y a un petit jeu là-dessus sur le fait, est-ce que je suis en train de parler de l'œuvre d'Eric Lang ou est-ce que je suis en train de parler de moi? Voilà. En tant qu'auteur, à un moment donné, je crois même que je dis c'était tissé de clichés, mais il avait suffisamment de savoir-faire pour en tirer quelque chose d'intéressant. Enfin, en gros, je résume. Quelque chose, c'est l'esprit. Voilà, c'est ça. Alors, est-ce que je suis en train de parler de moi ou de Eric Lang? Je laisserai la réponse à mes lecteurs. C'est vrai qu'on aime tous parler de notre métier et j'avais envie de parler de ce métier qui consiste à utiliser les mots. Et j'avais aussi envie de parler du pouvoir des mots. Alors, ça pourrait nous amener évidemment très loin, parce que ce fameux pouvoir des mots. Vous savez, il y a la phrase de Freud qui disait les mots relevaient primitivement de la magie et c'est pourquoi ils ont gardé beaucoup de leur puissance de jadis, c'est dit dans le roman. Et ce pouvoir des mots, on le voit aujourd'hui à l'œuvre tous les jours. On le voit malheureusement aussi avec les mots, on peut rendre quelqu'un heureux ou très malheureux. On voit ces adolescents qui sont victimes de harcèlement sur les réseaux sociaux, ce sont des mots. Ces jeunes gens qui sortent tués parce qu'ils croient à une idéologie, ce sont des mots aussi qu'ils ont lus. Donc les mots sont très puissants, je voulais parler de ça. Et je voulais parler aussi de la relation de l'auteur au lecteur, cette relation trouble en l'occurrence chez Eric Lang, parce qu'elle est tellement importante, elle est tellement intime. C'est quelque chose que j'ai maintes fois répété, mais quand on voit un concert, quand on va au théâtre, au cinéma, et ce sont souvent des activités collectives. On est souvent accompagné, on peut être en couple, on peut être en groupe, on peut y aller seul aussi, mais enfin c'est quand même... Mais on sera quand même pris dans un groupe. Alors que la lecture c'est une activité solitaire, on est seul avec l'auteur et avec la voix de l'auteur. Et ça crée une forme d'intimité, quelque chose de très particulier, de très fort. Moi, quand je rencontre mes lecteurs, j'ai l'impression de faire partie de leur vie. Et je voulais parler de ça aussi. D'accord. Alors là, je vais vous poser une question vraiment basique. Je n'ai pas su bien comment classer votre roman. Il a une dimension nécessairement policière, puisqu'il y a une enquête, un crime, bon voilà. En même temps, le crime est tellement particulier, tellement horrible, et puis ça se répète une seconde fois. Est-ce que nous sommes dans un roman policier? Est-ce que nous sommes dans un thriller? Est-ce que nous sommes dans un mélange des deux? Est-ce que nous sommes dans quelque chose que vous définiriez autrement? Moi-même, je n'ai pas la réponse à ça et je n'ai pas envie de l'avoir en même temps. Je pense que j'aime pas les catégories, j'aime pas les étiquettes. Alors je sais, on est au pays de Descartes, on aime bien ranger les choses dans des tiroirs, leur coller des... Classement générique. Voilà, c'est ça. Et j'aime pas trop ça. Et je pense que c'est difficile, c'est d'autant plus difficile que j'en veux pour preuve que si on passe la frontière et qu'on va en Angleterre, je change de catégorie. Ici, je suis étiqueté thriller, peut-être parce que aussi d'un point de vue marketing, ça attire l'œil des lecteurs, cette étiquette-là, mais il y a en Angleterre quelque chose qui existe, qui est un concours de meilleure traduction. Je trouve que c'est une excellente idée, un concours des meilleures traductions. Et j'ai eu la chance d'avoir quelques livres sélectionnés dans ce concours-là, avec Pierre Lemaitre, avec Fred Vargas, etc. Donc vous voyez. De bonnes pointures. Et il y avait deux catégories, il y avait thriller et crime novels, je crois. Et alors pour le coup, quand on passait le channel, je ne me retrouvais plus dans le thriller, mais dans le crime novel. En revanche, Pierre Lemaitre, qui serait peut-être considéré inversement ici, lui avait été balancé dans la catégorie thriller, comme quoi ça tient un peu de choses. Vérité en deçà et au-delà des Pyrénées n'est pas forcément la même. On vient d'expliquer que l'intrigue, elle avait donc deux volets temporels, puisqu'on a dit qu'il y avait 25-30 ans de différence entre les deux. Et finalement, si on admet alors que vous êtes un petit peu aussi un roman policier, souvent j'ai remarqué que les romans policiers sont d'extraordinaires miroirs de la société telle qu'elle est. Des miroirs souvent réalistes. On peut penser à Sinon, je veux dire, si on veut voir ce que c'est que la France des années 30, 40, 50, 60, on lit un Maigret, c'est en général excellent. Eh bien, on retrouve ça chez vous. Et là, on est entre la fin des années 90 et donc l'année 2018, l'année en cours. Bon, je pense qu'il n'échappera à personne qui a connu ces deux périodes, qui a eu des changements, et vous en rendez très bien compte dans votre roman. Est-ce que vous avez voulu faire, instaurer un jeu, justement, un petit peu de comparaison entre ces deux époques? Et si oui, qu'est-ce qui vous apparaît comme tout à fait, comment dirais-je, bien définissant les années 80, 2018 et les grands changements? On le voit dans votre roman, ça se sent, ça. Alors 93, ce qui définit évidemment ces années-là, c'est qu'il n'y avait pas de téléphone portable, donc c'est le fameux téléphone fixe ou la cabine téléphonique.
il n'y avait pas d'Internet non plus, donc c'est le carnet de notes, c'est le stylo, c'est aussi les coupes de cheveux et les vêtements, mais ça c'est plus difficile à rendre dans un roman. Mais à telle enseigne que, je vais vous faire cette confidence, quand j'ai lu le roman, bien sûr j'ai tout de suite vu que ça se passait au début dans les années 90, mais disons que j'ai un peu mis de côté cette notation pour m'intéresser à ce qui se passait, et sans arrêt ça me rattrapait parce que parfois ils sont, je ne sais pas quoi, en train d'investiguer à la campagne, enfin ailleurs, bon. Puis alors, il faut qu'ils rentrent au bureau pour faire quelque chose. Et à chaque fois, je me dis, pourquoi ils ne prennent pas un téléphone portable? Et évidemment non, puisque nous sommes dans les années 90. Il m'était arrivé la même chose quand je l'écrivais. Hein. Ah bon? À chaque page, je trébuchais sur une difficulté. Il fallait vous rappeler que voilà. Oui, parce qu'il fallait se souvenir qu'on n'était pas en 2018, qu'on était en 93, et que donc il fallait aller jusqu'à la cabine téléphonique où il montait dans sa Fiat Panda. Extrêmement polluante, etc. Donc, et en effet, quand on passe en 2018, on voit qu'il y a presque une page entière sur le dérèglement climatique. Tout à fait. Qui était une notion qui était totalement absente. Absolument. En 93, c'est pour ça qu'elle se place au début, presque au début de la deuxième partie, pour bien que le lecteur prenne conscience qu'on a basculé dans une autre époque. Ça a été un jeu, un aller-retour. En fait, au fond, Servas, sa sœur, je veux dire, c'est un peu une machine à voyager dans le temps. Et ça a été extrêmement jubilatoire à faire. Moi-même, je me suis mis un peu dans la peau de l'étudiant que j'étais, à l'époque où j'avais les cheveux longs, même si ça paraissait improbable. Et chaque pas que je faisais dans cette première partie me faisait toucher du doigt à quel point le travail de la police a changé. Il faut savoir que le travail de la police aujourd'hui, on le voit avec des affaires récentes. Tout à fait. C'est l'ADN. Ce sont les caméras de surveillance et c'est la téléphonie mobile. L'affaire Le montre bien. L'affaire Lelandais où on voit son téléphone qui borne aux mêmes endroits, au même moment que ce malheureux militaire. Donc on voit bien qu'aujourd'hui, les enquêtes criminelles, en tout cas, s'appuient là-dessus, ce qui n'était pas du tout le cas en 1993. Aucune de ces trois choses n'existait ou n'était utilisée. Donc ça rend compte de ce monde qui a changé, mais non seulement le monde a changé, mais nous-mêmes on a changé. Et la pratique policière, parce qu'on voit finalement aussi dans le roman deux fois une très forte scène. Bon, il y a plusieurs interrogatoires, mais il y en a deux fois. Il y a deux fois une scène très marquante. Et elle ne se passe pas du tout de la même façon les deux fois. On ne dira peut-être pas qui passe à ce moment-là en interrogatoire. Enfin si, on peut le dire, c'est quand même Eric Lang qui est soupçonné à titre divers deux fois. Et la première fois, on peut dire qu'il passe un peu entre les mains, vous savez, de la police à l'ancienne, presque Jean Gabin, bien construit dans les années 90, parce que je crois qu'il énerve tout le monde et il prend une baffe. Ce qui semble presque les mœurs communes. Et la seconde fois, d'abord tout de suite on l'avertit qu'il y a un œilleton qui va le filmer, les règles avec l'avocat ont changé, on lui dit qu'il a le droit à un plateau repas, enfin c'est plus du tout la même chose. Est-ce que là aussi vous avez voulu montrer un changement de mœurs dans la police, quelque chose comme ça? Bien entendu, je pense que la police est une des administrations qui s'est le plus réformée en 25 ans. On n'a pas tellement conscience. En mieux, oui, bien sûr. Alors les policiers seraient plus réservés de ce point de vue-là, parce que j'en ai rencontré beaucoup pour écrire ce livre, comme pour les précédents, en particulier des policiers du SRPJ de Toulouse, que je connais bien. Et j'ai surtout rencontré pour cette fois des policiers qui étaient proches de la retraite ou qui étaient déjà à la retraite, c'est-à-dire qui avaient connu les deux époques, qui m'ont tous confirmé que la boîte à gifles était quand même assez régulièrement de sortie dans les gardes à vue en 93, ce qui aujourd'hui, il y a encore des bavures. Hein. Aujourd'hui, en matière criminelle en tout cas, entendons-nous bien, on a effectivement l'audition qui est filmée et la présence de l'avocat pendant toute la garde à vue si on le désire. Donc la GIS serait plus difficile à administrer. Donc ça serait quand même beaucoup plus compliqué. Après, il y a des situations différentes en fonction du fait qu'on relève des assises ou on relève de la correctionnelle, etc. Tout ça, si c'est un délit, si c'est un crime, c'est pas la même chose. Mais oui, mais beaucoup de choses ont changé dans le travail de la police et dans l'approche aussi qu'ont les policiers de leur métier. J'en connais qui regrettent un peu le fait qu'aujourd'hui les voyous, dès qu'ils sont peuvent se réfugier derrière le droit. Dans une audition, se réfugier, c'est ce qu'ils font. Bien sûr. Ils demandent la présence de l'avocat automatiquement et évidemment c'est beaucoup plus facile. J'ai d'autres policiers qui me disent non, c'est mieux aujourd'hui. C'est plus la culture de la preuve, on doit s'appuyer sur d'autres choses, sur l'enquête, Mais la science leur a donné aussi finalement, ce qu'ils perdent d'un côté, ils le gagnent de l'autre. Il y a une balance, la science compense un peu sinon ça serait quand même très compliqué. Absolument. On le voit dans l'affaire Lelandais. Lelandais a nié pendant des semaines et des mois, a nié au cours des gardes à vue, des différents interrogatoires qu'il a subis, sans doute en présence de son avocat, j'imagine. Qui semblait crédible à la télé parce qu'il s'est indigné dans une colère qui est maintenant rentrée. On voit aussi le jeu des avocats qui se présentent devant les caméras à la moindre occasion et qui expliquent ceci. Dans plusieurs affaires, d'autres affaires aussi
qui ont eu lieu cette année. On a vu l'avocat qui s'est indigné que son client, et puis finalement... Qui va faire marche arrière après. Il a rétro-pédalé gravement, si vous comprenez. D'ailleurs, on n'en a plus entendu parler. Vous voyez à qui je fais allusion. Oui. Donc, heureusement qu'il y a ces policiers scientifiques qui viennent passer là-dessus et qui trouvent la toute petite trace d'ADN, la minuscule trace d'ADN. Surtout qu'aujourd'hui, les analyses ADN sont de plus en plus fines. Ça évolue chaque année. Aujourd'hui, on arrive à obtenir l'ADN avec des traces infimes. C'est ce qu'on a vu aussi dans cette affaire. Les caméras de surveillance, tout ça. Donc ça compense un peu, oui, l'un compense l'autre. Et c'est sans doute pour le mieux, puisque ce sont quand même des preuves formelles qu'il est difficile de contester. Alors, on vient de voir donc tout le jeu que vous faites dans cette espèce de spectre temporel, les changements, on vient de parler des changements de la police, mais bien sûr, un roman, une intrigue policière, c'est quand même des personnages, et notamment un personnage dont on a parlé déjà plusieurs fois, puisque y a le principe du personnage récurrent. Alors pourquoi d'abord, en premier lieu, le principe du personnage récurrent, Servaz, votre enquêteur, Martin, on pense tout de suite, vous savez, au fait que Hercule Poirot avait fini par taper sur les nerfs d'Agatha Christie, moins Miss Marple. Pourquoi ce personnage récurrent et quel rapport entretenez-vous avec lui ? Alors, Servaz, il est né, au fond, c'était pas du tout planifié. J'ai pas un plan carrière, je sais pas ce qu'il va faire demain, pas plus que moi d'ailleurs. Servaz, c'est comme la vie même, on ne sait pas ce qui nous attend au prochain carrefour. Et quand j'ai écrit Glacé, donc mon premier roman où Servaz était déjà là, quand je l'ai créé au départ, je ne savais pas du tout que ça allait se prolonger si longtemps. Il était là pour un roman, pour une histoire. Il s'est construit au fur et à mesure du roman. D'ailleurs, au fil du roman, il a pris cher petit à petit. Au départ, c'était juste une silhouette. Il me fallait un policier toulousain. Je voulais pas tomber dans le cliché du flic alcoolique, flingueur, etc. Je voulais éviter ça. Ça a été fait magnifiquement par d'autres auteurs. Je pense au Harry Hole de Conley, par exemple, ou non, Harry Hole, c'est Nesbo, vous voyez le lapsus. Au Harry Hole de Nesbo, au Harry Bosch de Conley, les deux Harry, qui sont d'extraordinaires flics comme ça, malgré borderline, flingueurs, ils ont fait ça magnifiquement. Moi, je voulais pas tomber là-dedans. Donc, je savais dès le départ que Servaz ne serait pas comme ça, qu'il aurait quand même peur. Il a le vertige, il a peur de la vitesse, il n'aime pas les armes à feu. Et voilà, c'est pas du tout ce. C'est pas le flic pur et dur. Voilà, et puis je le voulais à taille humaine, tant et si bien que finalement mes lecteurs m'en parlent tout le temps de Servaz. Ils ont tellement l'impression de le connaître et tellement l'impression qu'il pourrait apparaître ici ou là. Il est réaliste. Qu'il pourrait sortir des pages du livre et que mes lecteurs pourraient le croiser. Et c'est ce que je voulais faire. Mais quand je l'ai créé dans Glacé, je ne savais pas jusqu'où j'allais aller avec ce personnage. C'est pas une intention. Quand je suis arrivé à la fin du livre, je me suis dit, mince, ce personnage, il est quand même pas mal. Il a quand même plein de choses à dire. On pourrait quand même continuer un bout de chemin avec lui, un bout de route avec lui. Et c'est ce que j'ai fait avec Le Cercle, N'éteins pas la lumière, aujourd'hui avec Sœur. Et franchement, je ne sais pas ce qu'il va faire demain. Je ne sais pas pendant combien de temps cette affaire-là va durer. Alors justement, dans Sœur, on apprend de nouvelles choses sur lui. On voit, vous le disiez un petit peu tout à l'heure, ses débuts dans la police. Mais même avant de parler de ses débuts dans la police, on voit aussi quelque chose qui a trait à sa vie personnelle. Ça commence quand même par l'évocation du suicide de son père. Et on peut dire que, moi, l'impression qu'il m'a donnée, vous allez me dire si c'est juste, dans la première partie du roman, donc dans les années 90, donc c'est un jeune homme, il vient d'arriver, voilà, il est un peu quand même hanté, c'est le mot, par le suicide de son père qu'il a découvert en plus, c'est-à-dire qu'il l'a trouvé dans une situation déjà qui est pas une mise en scène, mais enfin qui est un choc visuel, oui, on peut quand même le dire. Il est très idéaliste, par exemple on parlait de la claque que reçoit à un moment donné l'auteur pendant la garde à vue, il est le seul de tout le groupe de policiers dans le bureau à dire je tiens à dire que je n'approuve pas cette situation. Et puis 30 ans plus tard, on le trouve un petit peu résigné, il n'est pas non plus dénué d'une certaine jeunesse encore dans certaines réactions, sa situation familiale a changé. On voit un petit peu un parcours d'homme, en gros de la jeunesse à la maturité. Est-ce que ça comblait un petit peu ce qui manquait de son évocation dans les romans précédents? Oui, c'est ça. Alors, je ne suis pas d'accord avec le mot résigné. Je ne pense pas qu'il soit résigné. Même dans les situations actuelles, il a de l'expérience, donc il y a des choses qui... Disons qu'il a appris à composer. Et du reste, il n'est plus obligé d'ailleurs de se révolter sur certaines situations parce qu'il est moins confronté à elles, puisque comme on vient de le dire, le travail de la police et les gardes à vue ont aussi évolué. Mais résigné, non. En revanche, oui, ce que je voulais faire par rapport au roman précédent, et je pense que c'est depuis Nuit, depuis le roman qui précède Sœur, et dans Sœur, d'ailleurs, on me l'a fait souvent remarquer, où j'en dis de plus en plus sur Servaz et il se dévoile de plus en plus à travers le roman, ce qui était un peu moins le cas dans les précédents.
Sans doute parce que je le connais de mieux en mieux. Sans doute aussi mais parce vous dites, que... je le connais de mieux en mieux comme s'il existait. Mais oui, non, mais moi j'ai un peu ce sentiment. Et qu'il s'impose à vous alors que c'est vous le créateur. C'est ça en fait. Mais quand il y a un moment donné où le personnage échappe à son créateur, et où il a pris une telle existence qu'on est obligé d'en tenir compte et on ne peut pas toujours faire ce qu'on veut avec lui. Et j'en veux pour preuve que mes lecteurs qui viennent, qui ont lu Glacé par exemple l'année dernière ou il y a 2 ans, et Le Cercle, etc. Moi, c'est des livres que j'ai écrits il y a déjà quelques années, donc j'ai un peu oublié. Des fois, ils connaissent presque mieux le personnage que moi, donc ils me rappellent certains aspects que j'ai quasiment oubliés. On a l'impression qu'on est en train de parler d'une personne réelle quand on en parle. Et moi, j'ai le sentiment qu'il est presque aussi réel, voire peut-être même parfois plus réel que certaines personnes que je connais. Mais alors, est-ce qu'il n'y a pas un risque, là, vous me faites penser un peu à Balzac, qui apparaît beaucoup dans notre histoire romanesque comme celui qui a introduit l'histoire du personnage, le principe du personnage récurrent. Quand vous le faites revenir, est-ce que vous tenez le concernant une espèce de fiche où vous mettez bien à jour tout ce que vous avez dit sur lui pour éviter d'un épisode à l'autre, quand vous le faites revenir, de vous tromper, de vous tromper dans les dates, de vous tromper dans les faits? Est-ce qu'il y a quelque chose comme ça techniquement? Alors, je ne le faisais pas jusqu'à Nuit, le roman précédent. Je replongeais dans mes romans parce que je déteste les fiches, les bibles, etc. D'accord. Vous n'êtes pas balzacien de ce point de vue-là? Non, alors j'ai horreur de... En fait, je ne suis pas quelqu'un de méthodique. Hein. D'accord. C'est pas comme Balzac. Chez les tueurs en série, il y a les désordonnés, les ordonnés. Si moi, je serais plutôt un désordonné si j'étais un tueur en série. J'ai des fiches partout, mais je les mélange, j'en perds la moitié. D'accord. C'est toujours très chaotique. Et puis, à partir de Nuit, je me suis rendu compte qu'il y avait... Effectivement, le personnage avait pris une telle épaisseur, il avait un tel vécu, il avait un tel passif, qu'à mon œil, il fallait faire des fiches, il fallait prendre des notes, etc. Mais oui, pour pas vous Même tromper. s'il y a beaucoup de choses que j'ai en tête, hein, moi, mais j'oubliais aussi certains petits détails. Et donc j'ai commencé à le faire. Et pour Sœurs et Nuit, je l'ai fait systématiquement, d'une manière beaucoup plus rationnelle, beaucoup plus organisée. D'ailleurs, je me suis aperçu qu'à un moment donné, en le faisant dans Nuit, je me suis aperçu qu'il y avait une erreur de date entre Glacé et Le Cercle, je ne dévoilerai pas. Il y a un âge qui ne correspond pas. Il y a des petits, même Balzac s'est trompé. Donc, vous voyez, même le système de fiches n'empêche pas les erreurs. Balzac, il a quand même des circonstances atténuantes avec la comédie humaine. Je ne sais pas comment il a fait. Plus que 6 000, je sais pas comment il fait pour gérer tous ces personnages. Monstrueux. C'est la tour de Babel, c'est quand même quelque chose d'extraordinaire. Alors, est-ce qu'on va retrouver Servaz dans de nouvelles aventures? Ah, je pense que oui. Je ne sais pas si ça sera dans le prochain ou dans le suivant. C'est pas lancé encore. Moi, j'ai la réponse, mais je ne veux pas la donner. D'accord. C'est la différence. Mais oui, on va le retrouver, bien sûr. Bien entendu, il a encore des choses à dire. Puis il y a des personnages comme Marianne, comme d'autres qui sont là et dont les lecteurs exigent que j'ai laissé des portes ouvertes. Il faut les refermer. Très bien. Et écoutez, Bernard Mignet, on vous remercie infiniment de votre venue sur le plateau de l'Essonne en auteur installé dans la bibliothèque des langues étrangères de l'école polytechnique. On rappelle donc le titre de votre dernier opus que vraiment nous avons adoré, Sœurs. Il faut qu'ils disent pour savoir qui les a tués, qu'est-ce qui s'est passé. Il y a une petite dimension hitchcockienne. Et puis c'est ainsi que nous prenons congé de nos spectateurs en leur donnant rendez-vous au mois prochain pour un nouveau numéro de l'Essonne en auteur.